Hey hey hey, c'est encore moi, t'as cru que c'était fini? Ah là là, laisse-moi doucement rire. Les lunettes sont de retour pour te jouer un mauvais tour. Bref, bienvenue à toi pour cette troisième partie sur ma saga sur Disney Channel. Avant, je te recommande vivement de regarder la première et la deuxième partie, comprenant des infos indispensables pour comprendre cette dernière partie. Parce qu'il faut pas faire les choses à moitié au bout d'un moment. Regarde tout. Pour mieux comprendre. C'est pour ton bien. Et pour le mien aussi. Bref, l'une ne va pas sans les autres. Oui, c'est long, mais c'est normal. On parle tout de même de Disney Channel là. Pour les autres, mes warriors qui continuent le marathon, bah tu connais la chanson. Let's do this again. On recommence again. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Pour rappel, nous allons continuer à plonger dans le côté obscur de la chaîne. Pire, on va toucher le fond. Et puis après, on va aller au sous-sol. Voilà, c'est ça la DA. Car crois-le ou non, il y aura encore plus de scandales, de dramas, de procès, de criminels, d'amoureux des enfants et de destins brisés. La deuxième partie, c'était rien comparé à celle-ci. Oui, je dis pas ça en mode scoop ou juste pour que tu regardes toute la vidéo en entier. Non, pas que. Mais en vrai de vrai, après les recherches sur cette dernière partie de vidéo, j'étais en larmes. J'étais complètement en larmes. Il y a des infos, j'ai pas pu tout mettre et je ne voulais pas tout mettre parce qu'il y a des détails qui sont sordides, horribles, et franchement je préfère même pas en parler. Le niveau est bel et bien en enfer. Tu comprendras mieux avec le dernier segment, et même vu que je cale les chapitres, tu comprendras pourquoi ça m'a tellement affectée. Je suis même pas encore prête d'en parler, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai pas envie de faire cette vidéo. I was never good, yeah. Bref. On va continuer à parler malédiction et s'atteler à la découverte de parcours de vie étrangement similaires d'anciennes stars de la chaîne. Et n'oublie pas, dans cette vidéo, il faut toujours avoir ton guide enfant star Disney Channel pas loin, ok? Toujours important de ne pas l'oublier. Là, c'est pas un gros trigger warning, mais un énorme trigger warning et ou avertissement est de mise ici. On va parler d'abus, de vie, you know all, d'agression schmexuelle, de drogue et tout le tatouage. Il y a des choses pas belles à voir, ni à entendre, ni à écrire, ni à comprendre, ni à vivre, et j'en suis réellement désolée en avance. Là, tu vois que je parle à moi-même là? Ouais. Je suis Tendo et je suis là pour te raconter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Il est temps de parler des vedettes des sorciers de Waverly Place. Jake T. Austin. Il faisait la voix du cousin de Dora, Diego. Il a d'abord été Chris dans Johnny Capahala, puis a été casté en tant que Max Russo dans Les Sorciers de Waverly Place à 13 ans. Il a fait la voix de Fernando dans Rio et Rio 2 et a eu d'autres rôles comme celui de Jesus Foster dans la série Les Foster. Néanmoins, il est cité dans cette liste car en 2013, il a été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse et la deuxième fois, il est rentré dans 3 autres voitures et aurait fui les lieux en humeur tout en laissant ses papiers dans la voiture pour qu'on puisse le retrouver à guess. Et juste avant, il aurait balancé une bouteille d'alcool hors de la voiture. Son avocat a ensuite appelé la police et a avoué les faits, mais à skip, il aurait fui pour se faire soigner à l'hôpital. Et grâce au fait qu'il a appelé la police après les faits, il a été déclaré non coupable. Pourtant, il y avait v'là les témoins, v'là les preuves. Mais c'est qu'un détail. Il aurait ensuite été viré des Foster à cause de cet incident, mais selon lui, la vraie raison de son départ, c'est qu'il voulait plus de temps de jeu et ils auraient refusé, donnant son rôle à Noah Centineo. En 2014, il y a eu un autre incident, il s'est vu refuser l'entrée d'un salon privé au Teen Choice Award, il a vrillé comme pas possible et a évidemment sorti le légendaire, que dis-je, le mythique « Vous ne savez pas qui je suis » et tout le tintouin. Et en plus de ça, il a jeté une boîte à l'une des personnes refusant de le laisser entrer. Suite à ça, il prend la décision de prendre une pause dans sa vie d'acteur avant que les choses n'empirent. Sage décision. Depuis, il a repris sa carrière en main et a plusieurs projets sur le feu. Celle qui a commencé aux côtés de Demi Lovato à 10 ans, qui a eu sa propre série à 15 ans et qui est aujourd'hui milliardaire grâce à sa musique et surtout sa marque de maquillage Rare Beauty, n'a pas eu un chemin facile vers son succès. De 2010 à 2018, elle est en relation ultra médiatisée avec son ex, Justin Bieber. Une relation qui date de 7 ans,
7 ans, hein, mais qui fait jaser encore aujourd'hui. C'est pour te dire le niveau. Ça sort encore des documentaires sur leur relation. Aujourd'hui, en 2025, la relation s'est terminée en 2018. Les gens étaient et sont beaucoup trop investis et un jour il faudra m'expliquer pourquoi. Non, parce que bon, on dirait que c'était la relation de tout le monde, donc je sais pas. J'adore les gossips, hein, mais là, les histoires de couple comme ça, là, d'enfants, j'ai dit d'enfants, mais ils sont plus grands que moi. Wow. En 2012, elle participe avec Vanessa Hudgens et Ashley Benson au film Spring Breakers. En gros, un film d'auteur façon MTV qui a juste hyper sexualisé les actrices qui sont en maillot tout au long du film. Je t'ai déjà parlé de pourquoi ce genre de film existe et ça vole pas haut. En 2014, elle entre en cure de désintoxication pour addiction et trauma. En 2015, elle est diagnostiquée d'une maladie auto-immune, le lupus. Un représentant de Selena dira qu'elle est partie en cure en 2014 pour traiter son lupus, mais d'autres sources confirmeront qu'elle est entrée pour ça et aussi pour traiter une addiction. On ne sait pas laquelle. À un moment donné, sa famille et ses amis s'inquiétaient pour elle, car elle faisait constamment la fête et elle abusait du bail. Elle retournera en cure en septembre 2016 car elle aurait touché au Xanax, à la Marie-Jeanne et au Zolpidem, qui est un somnifère. Pour enrober le tout, elle dit souffrir d'anxiété et de dépression, le classique pour un enfant star Disney. Quand elle repense à ses années Disney, elle assume son passé, mais elle dira qu'il y avait une certaine pression, elle ne devait pas dire certaines choses et se mettait doublement la pression pour être un exemple sans être elle-même authentique. En 2017, dû à sa maladie, elle devait absolument se faire greffer un rein. Et c'est grâce à son amie de l'époque, appelée Francia Raissa, qui prend le temps de lui donner un de ses reins pour lui sauver la vie. Mais même ce geste exceptionnel, ça a fini en drama. Entre Francia qui raconte que c'est pas le docteur, mais Selena qui l'annonce qu'elle est compatible, Selena qui ne semble pas si reconnaissante que ça et se permet supposément de boire, Francia qui lui aurait dit « je t'ai pas donné ce rein pour boire » et sortir, et qui se désabonne d'elle, et Selena qui montre enfin sa reconnaissance bien plus tard, et puis Francia qui dit « non en fait entre nous il n'y a pas de bif ». Bref, toute une histoire que moi et mes popcorn ont suivi. J'avoue. En 2020, Selena découvre qu'elle souffre de bipolarité, après avoir vécu un épisode psychotique au cours duquel elle a entendu des voix et s'est sentie sidère. Elle le révèle au monde entier via son documentaire My Mind and Me. Par ailleurs, à cause de tous ses problèmes de santé, elle ne pourra jamais avoir d'enfant de manière naturelle. Depuis, elle va mieux et suit tous ses traitements. Elle s'engage notamment dans des projets liés à la santé mentale et l'éducation, tout en continuant en parallèle de sa vie d'entrepreneuse, sa carrière d'actrice. Dernièrement, elle était à l'affiche du controversé Emilia Pérez et dans Only Murders in the Buildings. De plus, elle est productrice exécutive de plusieurs projets dont une série Disney, le spin-off des sorciers de Waverly Place, les nouveaux sorciers et 13 Reasons Why. Et continue à sortir de la musique, notamment avec son fiancé Benny Blanco. Allez, au cast suivant. Pourquoi pas parler de celui de Camp Rock? Enfin, pourquoi pas, comme si t'avais le choix. Jonas Brothers. Étant fils de pasteur, ils avaient déjà une pression sociétale avant Disney. Du coup, avec Disney, ils avaient un peu l'habitude. C'est la maison, c'est normal. Juste un peu car c'est tout de même d'un autre niveau. Surtout qu'ils ont vu ce qu'il s'est passé avec d'autres stars comme Vanessa Hudgens, ils avaient capté la vibe Disney, c'est-à-dire ne jamais décevoir. Bien avant Disney, la fratrie avait décidé de porter des bagues de virginité juste pour le style. Non, je déconne. Ça reste des enfants de pasteur tout de même, hein, faut pas l'oublier, mais ce petit détail, c'était parfait pour la brand Disney. Il ne pouvait pas rêver mieux. Cependant, ces bagues ont viré à l'obsession bizarre de la part des médias dès qu'ils sont arrivés sur le réseau. Nick avait 15 ans, Joe 17 et Kevin 19. Mais ils les ont portés depuis leurs 10 ans. En quoi la vie sexuelle de mineurs les intéressait tant? Faut me dire. Non, faut me dire parce que c'est bizarre, genre, j'ai que ce mot-là à la bouche, mais la vie c'est bizarre. Ils les ont enlevés quelques temps après et ça aussi, ça a fait parler. Anecdote bachelou, pendant qu'ils étaient encore mineurs, pour la plupart, il y a eu une fois en Amérique du Sud où un employé de l'hôtel a fait entrer son enfant dans leur chambre. Pourquoi? Eh bien, moi-même, j'ai peur de la réponse. Ils ont évidemment appelé la sécurité. Niveau média training, ils étaient rodés. La machine était bien huilée. Pour éviter de répondre à des questions pièges ou dures, ils ont appris par Disney Channel à faire les cons, changer de sujet ou à en rire.
D'ailleurs, certains types de questions bien précises devaient être répondus par un des frères. Genre la question musique, c'est pour Nick, la question acting, c'est pour Joe, et la question je sais pas quoi, c'est pour l'autre. Enfin, Kevin. Oups, la boulette. L'autre, c'est pas cool. Les frères étaient aussi très scrutés pour leur vie sentimentale. Joe était en couple avec Demi Lovato le temps d'un snap, soit 3 mois, et l'a ressenti comme un mensonge. Et c'est lui-même qui le dit. C'était un peu forcé vu qu'ils étaient tous deux les stars d'affiche du film Camp Rock. Genre, ça tombait un peu trop bien. Ils voulaient nous faire une High School Musical 2, quoi. Même s'il y avait déjà High School Musical. Et puis il y a eu Nick, le chouchou des nanas, qui est sorti avec Miley Cyrus, puis Selena Gomez. À ce stade, ce n'est pas que du pain qu'il a donné à la presse, mais toute une boulangerie. Voici un résumé de comment Joe Jonas voyait la série Jonas. C'est de la merde. Niveau écriture. C'était fait pour la collégienne qui vient de débarquer en 5e. Voilà comment il l'a résumé. Joe avait 20 ans et devait en paraître 16, donc il était obligé de se raser tous les jours et avoir un certain look capillaire. À la fin de la série, il a pété sa tête. Il s'est rasé les cheveux et laissé pousser sa barbe au max du max. Pendant toute la période Disney Channel, les Jonas ne disaient rien et ne se plaignaient pas car pour eux, Disney c'était leur seule et unique chance. Ils se sont séparés de Disney Channel en 2011 en même temps que Demi et se sont séparés tout court en 2013 pour se consacrer sur leur projet solo. Joe avec Dance ou DNC. Nick avec sa carrière solo dans la musique. Et l'acting, et Kevin qui a fondé sa société de construction immobilière Jonas Werner et a investi dans pas mal de domaines. Puis en 2019, ils ont décidé de reformer le groupe. Ils ont eu le temps de tous se marier avec des canons et Joe a eu aussi le temps de se séparer avec Sophie Turner, la mère de ses enfants, via un infernal divorce ultra médiatisé où tous les coups étaient permis. Passons à Demi Lovato, évidemment. Demi, celle qui commença sa carrière à 10 ans, a développé une boulimie dès l'âge de 12 ans. Son père a quitté son boulot pour devenir son manager et sa mère est devenue mère au foyer. Demi avait sur ses épaules les finances de toute sa famille et son cas est loin d'être isolé. Pendant son temps sur la chaîne, elle était constamment overbookée. Pendant 3 à 4 ans, elle bossait non-stop. Entre les films, sa série, sa tournée et son album, elle ne savait plus où mettre sa tête. Normal. À 13 ans, elle a eu un accident de voiture et a dû se faire prescrire de l'opioïde. Et de là, elle a commencé à expérimenter les drogas. Et il faut sachez qu'en plus de ça, elle buvait déjà. À 15-16 ans, elle a développé une addiction au Xanax et elle prenait ceux de sa mère, qui souffrait elle-même d'une addiction à ce médoc. De plus, son père était aussi alcoolique et cela donnait niveau drogas. Mais cette addiction ne vient pas de nulle part. Ou juste parce que ses parents avaient des choses sous la main. Non, enfin même si en partie oui, mais pas que. Parce que la raison est bien pire. À 15 ans, elle a perdu sa virginité dans un vie you know all. Lorsqu'elle tournait pour Disney Channel. Elle était contrainte de côtoyer son agresseur tout le temps durant le tournage du film. Et nous avons juste à faire un petit calcul pour comprendre que ce fut lors du tournage de Camp Rock, premier du nom. Elle a dit à une personne qui avait du poids chez Disney afin de l'enlever du film, mais son agresseur n'a jamais eu de problème. Ils lui ont juste dit de ne rien dire et qu'ils allaient arranger ça intérieurement. Devine quoi? Rien n'a changé. Étonnant? Non. Choquant? Bien sûr que oui. À 17 ans, elle fut exposée à la farine, elle a essayé parce qu'on lui a donné, et également poussée par le stress et son emploi du temps. Résultat, elle a adoré. Elle disait, si vous voulez que je travaille comme une adulte, alors je vais faire la fête comme telle. Elle avait une manager très contrôlante qui l'enfermait dans les chambres d'hôtel. Elle était interdite d'utiliser son téléphone ni son ordi et ne pouvait pas boire ni manger sans sa permission pour qu'elle ait une certaine image et répondre aux critères de beauté des années 2000. Pendant la promo de Camp Rock 1, une photo a piqué la curiosité de plusieurs milliers d'internautes. Elle, sur le tapis rouge, mais si on zoome juste un peu sur ses poignets, on peut remarquer des scars, rifications. En octobre 2010, Lovato fait les gros titres de la presse à scandale pour avoir frappé sa danseuse Alex Welch lors d'un voyage en avion sur la tournée de Camp Rock 2. Elle l'a frappée car cette danseuse avait boucave à sa famille qu'elle continue à se doper. À la suite de cet incident, la star est admise dans un centre médical pour problèmes physiques et émotionnels. Demi dira plus tard « J'ai l'impression que la télé et les films glorifient une image malsaine du corps qui met beaucoup de pression sur les jeunes filles qui se cherchent », a-t-elle expliqué à Daybreak. La star ajoute ensuite « Beaucoup de filles sont jeunes et en insécurité. Elles s'orientent vers les médias pour voir à quoi elles devraient ressembler.
L'industrie de la télé et du cinéma devrait prendre leurs responsabilités. Amen, ma sœur. Amen. Un jour, elle a vomi du sang et a demandé de l'aide à son équipe. Mais cette dernière a refusé car elle ne paraissait pas assez malade pour recevoir de l'aide. Non, mais je sais ce que j'écris, je sais ce que je lis, mais je te jure, c'est choquant. C'est toujours aussi choquant, genre. Et surtout, ils ont fait ça parce que ça allait les mettre dans la merde. Moins d'un an après, à 18 ans, elle a overdosé et est partie en cure et pas de son plein gré. C'est pourquoi Disney a pris ses distances avec elle. Pour Disney, elle était ingérable, hein, alors que la petite souffrait. La firme ne lui a jamais dit que faire ni quoi dire. Non, pardon, j'ai grave menti parce que ils lui ont un jour dit, juste après avoir signé son contrat pour Camp Rock, de réparer ses dents du bonheur. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors que c'est grave que j'avais les dents du bonheur à l'ancienne, mais ça s'est refermé tout seul. J'ai rien demandé. Bref, de surcroît, l'entreprise a été claire, elle était remplaçable. Elle fait le moindre truc de travers, elle dégage. Elle devait être chanceuse d'être là. Au final, c'était très clair en fait. Il y avait des attentes sous-jacentes, elle devait être un modèle. Au final, ce sont des manipulations et des jeux d'esprit utilisés sur des enfants qui leur ont permis de gagner des milliards. En plus de tout ça, après sa relation avec Joe Jonas ultra scrutée par le monde entier, à 17 ans, elle est sortie avec l'acteur Wilmer Valderrama, de 12 ans son aîné. Une relation abusive, bizarre, problématique, bref, une relation pas normale du tout. Non, non. Et où rien n'allait, rien du tout. Parce que c'est bizarre. Bref, elle a plusieurs points communs avec Selena. Toutes deux ont commencé dans le show Barney et ses amis, puis ont eu leur propre série Disney et sont tristement atteintes de bipolarité. Aujourd'hui, Demi se confie sur sa santé mentale via des documentaires comme Dancing with the Devil et Child Stars, ou même via des interviews et des podcasts. Elle se livre, elle se confie, elle est là et je trouve ça très respectueux et très courageux de sa part. En tout cas, elle est toujours dans le showbiz, elle continue à chanter et à tout niquer. Elle est là, Demi. You go girl. L'une des personnes qui a taffé le plus depuis ses 9 ans, c'est Alyson Stoner. Yel était partout. Stoner était tellement partout, sa surcharge de travail était tellement horrible, qu'elle a fini en cure à 17 ans, sans l'aval de sa team car ils avaient peur que ça gâche sa carrière. Ce genre d'équipe, c'est clairement tes ops, je veux rien savoir. Le pire, c'est qu'Alyson était en cure, mais il continue à lui envoyer des auditions comme si de rien n'était. C'était pas normal et Yel avait enfin compris. Le truc, c'est que Stoner n'était pas seulement hospitalisé que pour surcharge, mais aussi pour troubles alimentaires, anorexie, boulimie et hyperphagie. Une dinguerie qui s'est passée pendant sa cure, c'est qu'elle regardait une émission qu'elle aimait bien sans se rendre compte qu'elle était dedans. Alyson travaillait tellement qu'elle ne savait plus ce qu'elle avait fait. Une dinguerie sans nom. Disney Channel adorait Alyson. Il voulait même lui donner le rôle principal pour un spin-off de Raven, mais finalement, ça n'a pas abouti. Stoner n'avait pas d'amis. On lui a dit de ne pas en avoir, de peur d'avoir des fuites de confidentialité. Car Yel avait certains secrets à garder comme celui de Disney Channel et ce qui lui aurait fait subir lors du tournage de Camp Rock. Quelque chose qu'elle gardera dans sa tombe par choix ou par peur de briser son NDA. Pendant ce temps, des adultes de son équipe lui piquaient petit à petit des sous. Et ça, pendant des années, jusqu'au jour où elle devait payer un danseur de sa poche et le chèque n'est pas passé. Ce qui est pas normal parce que c'est pas une grosse dépensière et elle a plusieurs comptes et elle sait que ça, ce compte c'est pour ça, ça c'est sûr il y a des sous, ça au moins là-bas il y a au moins 1 million, au moins là-bas il y a au moins 500 000. Normalement dans sa tête tout est carré. Mais après, dans les faits c'est autre chose. Et c'est là où elle a découvert tout un stratagème orchestré par des membres de son équipe. Et ça depuis qu'elle est toute petite. Je vais te raconter maintenant une de ses expériences traumatisantes, c'est qu'à l'âge de 6 ans, Alyson part auditionner pour je ne sais quel projet d'un gros malade qui lui demande de mimer une scène de kidnapping et de vie, you know all. À 6 ans, après l'avoir fait, Alyson remercie l'inconnu en pleurs et dans la peur. Yel ne sait pas ce qu'il vient de se passer. Et ça, c'est une des expériences parmi tant d'autres, dont le fait que Yel a été violée par quelqu'un de puissant hors période Disney. Stoner écrira dans un essai que « J'ai appris qu'il est plus sûr de se dissocier pour survivre à ce que mon esprit et mon corps subissent quotidiennement. » Yel écrira aussi « Je n'ai pas parlé de harcèlement schmexuel, de la propriété intellectuelle et de l'argent volé, des paparazzis, de l'impact psychologique du nouveau paysage des influenceurs, des jeux de pouvoir toxiques et de ce qui s'est réellement passé sur tous ces plateaux. Aujourd'hui, Stoner a survécu à l'industrie, mais à quel prix ?
Yael le dit lui-même. Rien, j'ai bien dit rien, ne pouvait lui prédire un avenir normal. Ou juste à sa survie à la malédiction. Narrowly survived the toddler to train wreck pipeline. In fact, nothing was designed for me to end up normal, stable, alive. Allison a survécu car Yael a pris le temps de partir de l'industrie, prendre du recul, se soigner et se comprendre. D'ailleurs, Yael a un magnifique podcast qui parle de l'exploitation des enfants dans l'industrie ainsi que de son expérience et celle de plein d'autres. Et vraiment, il est bad intéressant. Genre, j'adore parce que c'est un podcast chill, mais en même temps, c'est pas chill du tout niveau info, mais c'est hyper intéressant. Et Yael a créé aussi Movement Genius, une asso pour aider les jeunes pour leur santé mentale et est porte-parole pour introduire des lois afin de protéger tout enfant qui souhaite travailler dans l'industrie, même via les réseaux sociaux. Vraiment, Allison, c'est quelqu'un. Je te présente Adam X. Je l'avais mentionné dans la partie 1, mais très brièvement, lui, c'est un des gars les plus talentueux de l'écurie de la petite souris. Il sait tout faire, chanter, rapper, danser, jouer et écrire. Il a joué dans Boy Next Door, Père de Roi, remplaçant Michel Mousseau, Zeke and Luther et Lemonade Mouth. Dans ce dernier, il a écrit Determinate, you and me together. Non, on a dit que j'arrêtais. Oupa. Breakthrough. Et Living on a High Wire. Malgré le fait qu'il pue le talent et était destiné à un avenir prometteur, il a été arrêté pour braquage à main armée à plusieurs reprises. Lui et sa petite amie de l'époque s'amusaient à voler des gens avec des armes pointées sur la tête des victimes, volant sans vergogne des petites mamies à tour de bras. Genre, il se faisait des après-midi braquage de mamie. Avant ça, dans son dossier, il avait déjà utilisé une arme et s'est tiré dessus dans la jambe. Et en plus, il a été arrêté pour coups et blessures. Les deux cas ont été abandonnés pour manque de preuves. À cause de tout ça, en juillet 2021, il a été jugé coupable et puni de 5 ans de prison ferme et il est sorti en mars 2022. Il s'est ensuite confié et avoir dit souffrir d'anxiété et de crise de panique quand il était encore un enfant star à cause de la pression. Ça te rappelle pas quelqu'un au pluriel? Il s'est alors automédicamenté avec le trio infernal, j'ai nommé Alcool, Marie-Jeanne et Xanax. Et ça, dès le plus jeune âge. Sa mère souffrait de multiple sclérosis et son père refusait de travailler. Ainsi, tout reposait sur lui. À 18 ans, il était endetté tout en essayant de transitionner entre des rôles d'enfant à des rôles d'adulte. Il avait des problèmes de santé mentale et avait même des épisodes psychotiques aggravés après la mort de sa mère quand il avait 21 ans. Lors de son jugement, il a été prouvé incompétent, ça veut dire qu'il n'était pas sain d'esprit pendant les cambriolages et pendant son arrestation. Ainsi, le juge l'a envoyé d'abord en HP, où il a été soigné et aidé, et puis il est tout de même allé en prison. Parce que bon, on vole pas des mamies gratuitement quand même. En décembre 2023, X est devenu un défenseur de la santé mentale des hommes et du rétablissement des toxicomanes. Il s'est excusé pour les erreurs qu'il a commises dans le passé. Non, on va pas du tout parler de Zendaya dans toutes ses vidéos parce que j'ai déjà fait une vidéo focus sur elle. Donc tu peux aller la voir après si tu veux. Mais on va parler de sa costard, Bella Thorne. De son vrai nom, Annabella Avery Thorne, elle commença sa carrière à 10 ans, mais fut connue grâce à son rôle de Cissy Jones dans Shake It Up, aux côtés de Zendaya Coleman. Elle ne savait ni chanter, ni danser, ce qui est un comble d'être castée dans un show de danse, mais elle avait une chose, la dalle. Et Disney le savait. Et surtout, elle était celle qui ramenait le cash à la maison. Pendant son temps à Disney, elle devait paraître irréprochable. Elle sentait la fameuse pression Disney. Pour elle, c'est là que Disney a tort, car ils ont fait croire aux gens que les enfants stars sont parfaits, irréprochables, impeccables, alors que ce sont juste des enfants. Banaux qui plus est. Pas si banaux parce qu'ils étaient talentueux, mais il y a là les enfants talentueux qui sont pas forcément des stars. Donc, des enfants banaux. Pour info, elle a failli être virée par Disney Channel à cause d'une photo d'elle en bikini à la plage. Ils lui ont dit par la suite comment s'habiller pour aller à la plage. Elle était mineure quand ça s'est passé. Bref, Bella a été agressée de ses 6 à 14 ans. Bella a vécu un véritable enfer. Elle a été abandonnée par toutes les personnes qui auraient dû s'occuper d'elle, qui ont vu ce qui lui est arrivé et n'ont rien fait.
Des directeurs de casting bien dégueulasses, bien bizarres, l'ont sexualisée à l'âge de 10 ans, dans des salles d'audition. Et le pire, c'est que ces hommes ont prétendu qu'elle flirtait avec eux. Elle a 10 ans. Seigneur. Comment ne pas s'énerver? Et ce qui est tellement insensé et dégoûtant de penser à ça. Car elle avait, je le rappelle, 10 ans. Pour couronner le tout, elle a perdu son père à l'âge de 9 ans dans un accident de voiture. Après Disney, elle a tout fait pour se distancier de la firme. À 22 ans, elle s'inscrit sur OnlyFans, gagnant au passage $1 million en 24 heures. Devenant la deuxième créatrice de contenu à gagner le plus par mois, et pourtant, elle postait que des photos en lingerie. Pas de nude, rien. Non, elle est intelligente. Elle a renta tous les pervers. En 2019, elle a elle-même leaké ses nudes car un hacker l'a menacée, et surtout parce que ça suffit les conneries. C'est bon. Elle assume totalement ce côté schmexuel chez elle. Et aime ça. Et j'avoue que je la respecte pour ça. Non, je respecte. Moi, ce côté-là, ça me dérange pas. Enfin, on est né comment? Genre, pourquoi c'est censé être autant tabou? I don't know. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, elle a dirigé pour la première fois un film pour adultes sur la plateforme Noir et Orange appelé Her and Him. Je l'ai dit, quand le schmex est utilisé de manière intelligente, moi j'applaudis. Grâce à ça, je suis sur Terre, donc à un moment donné, j'applaudis. En fait, je sais pas, c'est la vie, c'est normal, très normal. Quand les gens sont tous les deux consentants et adultes, please. Entre-temps, elle a fait son coming out pan et est toujours présente dans l'industrie. Et elle est apparue dans plusieurs films comme Duff ou même Alvin et les Chipmunks. Mention horrible. Je n'ai pas pu citer tous les parcours parce que j'ai pas tout le temps du monde, mais juste les plus édifiants, choquants et surtout les plus connus. Bah oui, je vais pas te parler du figurant numéro 3 dans Shake It Up quand même. Déjà que mes vidéos durent 3 heures, je pense que ça suffit comme ça. Enough. Mais je dois tout de même mentionner certains noms, donc voici les mentions horribles. En décembre 91, Phil Lewis, celui qui joue le prof Mosby dans La vie de palace de Zack et Cody, a renversé Isabelle Duarte, âgée de 21 ans, et l'a tué sous l'influence de l'alcool. Il a été puni par 5 ans de prison ferme, mais n'en a fait qu'un, car il a travaillé avec une troupe en prison et le juge a jugé que c'était assez. Lee Thompson Young, celui qui a joué le rôle de Jet Jackson, est peut-être le plus tragique de tous. Il a eu une carrière télévisuelle assez productive et réussi tout au long de son adolescence et à l'âge adulte. Cependant, il a lutté contre des troubles bipolaires assez sévères. Quand je dis assez sévères, il s'est suicidé dans son appartement le 19 août 2013 en se tirant une balle dans la tête. Mention horrible, ouais, le nom c'est pas un euphémisme. En juillet 2007, Laden Vergaras-Paras, qui a joué dans Lizzie McGuire, a été arrêtée et accusée de possession de méthamphétamine et elle a plaidé coupable à cette accusation. Un mandat d'arrêt de $50 000 a été délivré à l'encontre de Laden, qui ne s'est pas présenté à l'audience obligatoire du tribunal concernant son affaire. Le juge a par la suite rappelé le mandat d'arrêt et elle a suivi une cure de désintox imposée par le tribunal. L'accusation de possession de drogue a été effacée à l'issue du programme. Debbie Ryan, de La vie de croisière de Zack et Cody et de la série Jessie, a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse en 2016 et a percuté une autre voiture. La personne dans l'autre voiture a été légèrement blessée et du coup, elle a eu 3 ans de probation. Debbie s'est ainsi excusée pour sa carrière et sa réputation. Elle continue tout de même d'avoir une carrière. Sky Jackson de Jessie a été arrêtée en mars 2020 pour violence domestique. En 2023, elle a été accusée de scammer sa fanbase via une tombola pour gagner un Mac dont chaque personne devait mettre $5. Ce qui est suspect car elle ne reversait pas les fonds à une asso, à une école ou autre. Puis, elle a été accusée depuis plusieurs années d'être une yacht girl comme Zac Efron ou Lindsay Lohan. Là, c'est vraiment le chapitre que je voulais pas faire. Mais ok, là, je recommence un trigger warning. Je sais que j'ai dit des dingueries avant. Mais là, attention à vos petits cœurs et à vos estomacs parce que franchement, ça donne envie de vomir. Hollywood is the place to be pour les amoureux des enfants. Et je ne pouvais pas parler de chaînes pour enfants sans parler de prédateurs bien dégueulasses qui se sentent obligés de rôder autour des plus jeunes et de les déranger. Concernant Disney, il y a eu tellement d'affaires, que ce soit via les parcs à thème ou les croisières. Mais là, on va s'intéresser qu'aux affaires qui touchent de près ou de loin à la chaîne. Et crois-moi, c'est déjà beaucoup trop. Je mets des chapitres dans mes vidéos, donc si tu veux passer ce segment,
Je comprends. Je l'aurais passé moi-même. Je suis grave une chochotte. On dirait pas comme ça, mais je suis grave une chochotte. Bref, commençons la liste de la honte avec Stoney Westmoreland, un acteur et producteur qui a joué dans la série Andy Mac. Il y jouait le grand-père d'Andy, mais avait une grosse carrière avant. Scandale, NCIS, Breaking Bad, Better Call Saul, des noms vraiment. Cependant, l'enthousiasme il va s'arrêter là. Il a été arrêté en décembre 2018 par la police et le FBI pour avoir séduit un mineur et sollicitation de choses pas très nettes d'un ado de 13 ans via Grindr. Mais en fait, il était tombé sur un policier sous couverture. Il a admis avoir envoyé des photos explicites et en demandé en retour. Pourtant, le policier a bien précisé qu'il avait 13 ans. Ça l'a pas arrêté. Et Disney l'a tout de suite viré. Il a eu 2 ans de prison ferme et doit s'enregistrer en tant que Schmeck's Offender pendant 25 ans. Brian Peck. Il était un acteur, superviseur d'enfants et coach sur plusieurs plateaux d'émissions pour enfants comme All That, The Amanda Show et Drake and Josh, sur Nickelodeon notamment. Ce monstre était aussi l'ami d'un autre monstre, parce que entre monstres, ils se comprennent. L'un de ses amis, c'était l'un des serial killers les plus célèbres du monde, John Wayne Gacy, ce criminel qui a pris la vie de jeunes garçons et hommes âgés de 14 à 23 ans. Brian fut engagé dans la vie de palace de Zack et Cody pour doubler la voix du miroir Gorgeous. sans vérification au préalable. Ou peut-être qu'il y avait une vérification. Et moi, je penche sur cette dernière option. Pourquoi ? Parce qu'il était très connu dans le show business. Il avait des amis haut placés, très haut placés. Bref, dans tous les cas, c'est problématique. Car quelques mois auparavant, ce gros dégueulasse était au trou pendant 16 mois pour avoir abusé l'acteur Drake Bell, âgé uniquement de 14-15 ans. Et à Skip, selon le rapport de police, il y avait d'autres victimes. Et on ne sait toujours pas le nombre exact car tous refusent de parler pour protéger leur carrière. Il a plaidé coupable pour qu'il n'y ait pas plus d'investigation. Du coup, on n'en saura probablement jamais plus. Pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur Nickelodeon, vous-même vous savez que ce fou est protégé et ultra connecté à Hollywood. Des gens bien en place dans l'industrie l'ont protégé comme Charlie Sheen, des producteurs James Marsden. Je vois que t'as effacé tes commentaires sur Insta, mais moi j'oublie pas. Mais bon, c'était pas le seul, parce qu'il y avait toute une liste, une trentaine de personnes très haut placées à Hollywood qui l'a défendu au tribunal. À l'époque, l'affaire n'avait fait aucun bruit. Personne ne savait et elle a été connue du grand public uniquement grâce à Quiet on Set l'année dernière. Marty Weiss ou Martin Weiss. Allez, au suivant, yeah. Là, carrément, je vais reprendre ce que j'ai dit mot pour mot à l'ancienne parce que le gars a sévi chez Nickelodeon et Disney. Marty Weiss, un manager qui avait principalement des enfants comme clients et qui collaborait souvent avec Nickelodeon et Disney, a été en 2012 accusé d'avoir abusé un de ses clients, un enfant de 11 ans seulement. Son enfer a duré 3 ans environ. Marty avait 40 ans au moment des faits. Et on ne sait toujours pas quel enfant star c'était. Parce que vu que c'est des enfants, ils ont droit à être anonymes pendant l'affaire. La police le soupçonnait d'avoir abusé d'autres enfants également. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et 5 ans de sursis. Et il a fait que 6 mois. Et je vais reprendre mot pour mot ce que j'ai dit, mais à ce stade, est-ce qu'il est nécessaire de commenter ce genre de sanctions ridicules ? En fait, oui, c'est nécessaire parce que c'est quoi ce délire ? Vraiment, la société s'en contrefout les miches des enfants. Et ça fait peur. Ce genre de peine n'est pas normal. Je m'en fous. Ouais, il a purgé sa peine. C'est pas normal de passer 6 mois alors que t'as abusé d'enfants pendant des années. Tu les as prisés pendant toute leur vie. Et lui, il a eu que 6 mois. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que les choses changent. C'est pas normal que ça soit le cas. Après, les gens sont surpris que les gens ne portent pas plainte. Please. Bref, Joshua Workman. C'était le manager des Sprouts dans la vie de palace de Zack et Cody et il a aussi coproduit 2 films sur Disney. Il a été condamné en 2008 pour attouchement sur mineur et de délit de vente de boissons alcoolisées à un mineur. Il a plaidé non coupable, il a changé son nom et s'est cassé au Canada. Malheureusement, la liste n'est toujours pas finie et là j'ai cité que des petits joueurs dans leur catégorie. Encore désolé pour la suite. Écoute bien. Un des vice-présidents de la Walt Disney Company, Michael Laney, a été arrêté pour
abus sexuels répétés sur une fillette de 7 ans. Michael avait 73 ans. 2 secondes, le temps que je ravale mon vomi et que je sèche mes larmes. Michael avait 73 ans au moment de son arrestation et travaillait pour Disney depuis des décennies. Après sa condamnation, d'autres personnes se sont manifestées pour admettre qu'elle avait été aussi abusée par lui. Malheureusement, il n'y avait pas assez de preuves selon la justice pour prouver ces affirmations concernant les autres victimes, mais pas la petite fillette de 7 ans. Ça, c'est prouvé parce qu'il a écopé de 6 ans de prison. Le plus choquant ici, c'est que c'était un vice-président de l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Et pourtant, trop peu de personnes étaient au courant. La presse a à peine relayé l'info et encore, moi-même, j'ai eu l'info via un blog d'une personne lambda. Moi-même, j'ai eu du mal à trouver cette info. Et aujourd'hui, j'ai aucune info sur le fait qu'il soit en prison ou pas. Je sais pas. Mais en connaissant la justice, t'es sûr qu'il est dehors. Ok, ouf, j'ai peur là. Bolem Bushiba. Juste dire son nom, j'ai envie de tuer quelqu'un. Le 31 octobre 2024, un ancien graphiste de chez Disney qui a taffé sur des classiques de la firme côté ciné et côté télé a été condamné à 25 ans de réclusion. Enfin, un semblant de peine. Mais laisse-moi te dire pourquoi et comment il est arrivé là. Et quand tu sauras, les 25 ans, c'est pas assez. Non, non. Il a été reconnu coupable de complicité de vie, all, et d'agression sexuelle sur mineurs en récidive. Il a également été reconnu coupable de complicité de traite d'êtres humains aggravée sur mineurs en récidive et consultation habituelle de contenu do en ligne. Cette merde ordonnait des vies, all, à distance de fillettes philippines par des femmes. Ces enfants étaient âgés en moyenne... Je sais pas pourquoi là c'est dur. Ces enfants, peut-être si je regarde juste mon texte. Désolée là je regardais que mon texte. Ces enfants étaient âgés en moyenne de 5 à 10 ans et dans le lot il y avait un bébé de 2 ans. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça fait beaucoup. Même juste lire ça. Parce qu'en fait juste lire ça, ça me rappelle l'article que j'ai lu par rapport à ce qu'il ordonnait de faire à 16 ans. Je suis maquillée là et j'ose... Mais vas-y. Bref. Alors, pardon, c'est moi. Du coup, je vais pas parler dans les détails parce que ça fait beaucoup, mais l'avocat adverse l'a parfaitement résumé en décrivant le coupable ainsi. Putain, on va y arriver. Côté jardin, vous avez le graphiste qui émerveille les enfants. Puis côté cour, Bolem Bushiba est un metteur en scène, do, qui scénarise ses propres films d'horreur. Le pire dans tout ça, c'est que ce porc était déjà fiché car en 2014, il a été condamné pour avoir agressé sexuellement sa belle-fille de 9 ans. Pour info, il était déjà fiché et condamné, pourtant travaillait encore pour Disney. Je répète, il était déjà fiché et condamné et travaillait pourtant chez Disney. Et je m'en bats les couilles que ce soit un génie. Hein. Je m'en bats les couilles de je sais pas quoi. Il y a plein de génies. On n'est pas si exceptionnel ou si unique que ça. C'est bon. Oh, t'as cru que j'avais fini? Yo. Il existerait des camps d'audition pour caster des enfants stars sur plusieurs jours, organisés par des directeurs de casting, des producteurs, des réalisateurs et des investisseurs aux idées dérangées. Les enfants auraient entre 13 et 18 ans et des fois ça pouvait aller jusqu'à 22 ans. Les parents étaient évidemment interdits d'être présents. Il y avait des cours d'acting, de chant et de danse. Par ailleurs, certains enfants stars auraient été castés lors de ces camps, dont Hilary Duff et Megan Fox par exemple. Des choses bizarres s'y sont passées car l'environnement était propice pour ça. Souvent pour être pris, il fallait faire des activités près de la piscine ou dans la piscine. En tout cas, les enfants avaient plus de chances d'être pris s'ils mouillaient le maillot. En 2022, 4 employés de Disney ont été arrêtés en Floride dans le cadre d'une affaire de trafic d'êtres humains. Et surtout, j'ai fait une énième découverte. Une découverte de trop, je crois. Celle-ci, elle m'a achevé alors que j'étais déjà à terre. Il existe des symboles que les amoureux des enfants mettent dans les séries et les films Disney. Tu crois que c'est une théorie du complot? Moi aussi, j'ai cru. Au départ, je me suis dit non. Ces symboles sont connus et reconnus dans le milieu de ces détraqués et ils ont été répertoriés par le FBI. Genre, ce symbole veut dire que la personne aime les petits garçons, etc. Genre, il y a des catégories dans leur milieu de merde là. Et nous, innocents que nous sommes, on se dit juste que c'est des petits dessins sans arrière-pensée. Des fois ça l'est et des fois ça l'est pas du tout. Même la plupart du temps,
Ça l'est pas du tout. Je suis juste dépassée. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Je préfère être fatiguée là. Donc, est-ce que c'est moi qui suis fou ou c'est les autres qui suis fou? Moi, je sais pas. Parce que je sais pas. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Eh, vas-y. Là, c'est bon. J'ai plus envie de parler d'eux. Je suis fatiguée. Je peux plus. Je peux plus. Parce qu'au départ, j'avais pas trouvé autant de trouvailles dans cette section. Du coup, j'ai décidé de chercher, j'ai décidé de creuser encore plus. Des fois, je regrette mes décisions. Je vous jure que ça fait des mois que genre j'ai ces infos et je vous jure que je peux autant pleurer que la première fois où j'ai découvert certaines choses. C'est un truc de fou quand même. Et désolé, je suis obligée de te les partager parce que j'ai pas envie d'être seule à souffrir. J'ai pas envie. Non, je vais pas être seule, désolée, je vais pas être seule à pleurer. Il y a principalement 3 grosses raisons à la chute de l'empire Disney Channel. 1. L'exploitation présumée des enfants. Parce que je suis obligée de dire présumée, car j'ai un doigt à protéger. Pas mal d'enfants stars ont eu le même guide imaginaire que je t'ai donné autrefois. Car beaucoup n'ont fait que copier et coller les scandales et polémiques de leurs prédécesseurs. Combien de fois j'ai parlé d'addiction, d'HP, de ruine, de trauma sexuel, de prison, de mort, de maladies chroniques dues au trauma, de narcissisme, de dépression, d'alcoolisme, de Xanax et de santé mentale. À chaque parcours, j'avais comme une impression de déjà-vu. Même si des fois, ces personnes ne travaillent plus à Disney, c'est bizarrement après leur temps là-bas qu'ils pètent des câbles. Et ça ne vient pas de nulle part. Les traumas ont un compte à rebours et les nombreuses histoires que je viens de te raconter le prouvent. Presque toujours des conduites en état d'ivresse ou des problèmes d'addiction débutant pendant leur temps à Disney. Coïncidence? Je ne crois pas. Le truc, c'est qu'on ne sait pas tout. Ce n'est juste que le sommet de l'iceberg, car les rares personnes qui ont parlé, ce sont les superstars qui n'ont plus peur de la petite souris. Je comprends mieux pourquoi autant de jeunes acteurs quittent l'industrie à l'âge adulte. Les oubliettes, c'est pas si mal si la lumière t'a détruit. Disney était dans le micromanagement anxiogène, contrairement à Nickelodeon qui était dans le fun excessif et sans limite. Disney a tout fait pour les garder jeunes, tandis que Nickelodeon a tout fait pour les faire grandir au plus vite. 2. L'adultification des ados. Les ados ont changé car le football a changé. Les enfants ont toujours voulu grandir trop vite, certes. Pour chaque génération, c'était toujours la même chose, on va pas se mentir, toujours la même chanson. Mais aujourd'hui, et ça fait tellement vieille ce que je vais dire, mais il passe d'enfant à mini-adulte sans transition. Genre là, il n'y a plus de ado. Je sais pas comment dire, il n'y a plus cette phase ado. C'est tout de suite, tu dois ressembler à un adulte ou à une adulte. Il n'y a plus cette phase bizarre où tu te cherches et tout. Non, faut déjà trouver ta brain, déjà trouver ta DA. Ok. Les ados veulent parler de dépression, d'alcool, de drogas, de politique et de schmex. Tout ce que Disney ne veut pas. Il n'y a plus de pop star made in Disney. Déjà parce que la teen pop n'existe plus. Ou enfin, elle a été remplacée par la K-pop, I guess. Et ce n'est plus dans la brand Disney. Sabrina Carpenter n'aurait pas pu sortir Bedcam ou Espresso sous Hollywood Records. Les stars Disney ne pouvaient même pas dire d'insultes. Tout était censuré à la mort. Et pour info, Olivia Rodrigo n'est pas une pop star Disney, mais une enfant star Disney. Ouais, il y a une différence. Sa starification ne s'est pas faite via Disney, mais via les réseaux sociaux et son label qui n'est pas Hollywood Records, mais Interscope et Geffen Records. Même s'il y a eu un changement clair dans le media training, par exemple, Olivia a pu évoquer le fait d'avoir bu mineur à la TV sans avoir eu de backlash, ce qui est incroyable. Le programme proposé par Disney Channel aujourd'hui ne s'adresse plus aux ados comme avant, mais plus à des enfants. Car les séries pour ados sont maintenant déconnectées de la réalité. Maintenant, tu remarqueras qu'il n'y a plus vraiment de séries pour ados. 3. Le streaming. À l'ancienne, Disney pouvait transformer n'importe quel enfant talentueux en superstar. Ils avaient la main mise. Hey, vraiment. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est différent maintenant. Via les réseaux, tout le monde a une chance. Personne ne peut gatekeep ton succès. Le business model de Disney a depuis périmé. Ouais, même si t'es pas talentueux, tu peux quand même réussir via les réseaux. Par exemple, Coco Jones, qui fut jetée par Disney après Let It Shine, car non marketable selon eux, car elle était bien trop noire, allegedly, elle a pu développer une fanbase et prospérer dans la musique grâce au pouvoir des réseaux. Les enfants et ados ont accès à beaucoup plus de contenu et d'infos pour le meilleur comme pour le pire. En vrai, ils ne sont plus obligés de bouffer la même chose. Ce qui est une chose plutôt intéressante et assez cool, car on n'est pas obligé d'avoir la même culture, ni les mêmes références ou même les mêmes stars. Du coup, il y a moins de monopole et moins d'abus.
Disney Channel a perdu 33% de son audience en 2020 et les jeunes de la nouvelle génération préfèrent de loin YouTube et Netflix, qui est respectivement premier et deuxième, alors que Disney Channel est maintenant 47e dans le top. Ouais, Disney Channel est devenu ringard. À la fin de cette vidéo, j'avoue que je ne sais plus quoi dire. Sérieux, entre les victimes, les criminels, les destins brisés, les amoureux des enfants, le contrôle excessif de l'entreprise, que dire? Que dire? Disney Channel nous a presque tous fait rêver à un moment donné de notre vie, mais à quel prix? En tout cas, grosse pensée à tous ces enfants et adultes stars ou tombés dans les oubliettes qui sont passés par des périodes traumatisantes d'addiction et de dépression et qui ont gagné leur combat ou qui essaient jour après jour. Ça reste des maladies et des choses qui ne peuvent pas être contrôlées. Et ces personnes font ou ont fait de leur mieux. Donc, big up à eux. La malédiction Disney n'est pas incurable au final. Il n'y a pas de chemin tracé parfait vers le succès. Il y a juste des gens qui essayent. Et pour les personnes qui paraissent avoir réussi sans bataille, c'est juste qu'elles les ont bien cachées. Par exemple, on pourrait croire que ce fut facile pour les Zendaya, Jenna Ortega ou Sabrina Carpenter, alors qu'elles ont eu des batailles différentes, mais difficiles. Chez Disney Channel, rien n'était facile ni donné. Si tu ne t'as fait pas, tu dégageais. Sur ce, je vais aller regarder quelque chose de très joyeux, profiter du soleil, même s'il fait nuit. Ouais, je devais filmer cette vidéo en journée, mais comme je parle trop, la nuit est tombée. Ouais, là, je freestyle. Ouais, c'est la fin de la vidéo. J'ai encore du texte, mais vas-y, je suis fatiguée. Voilà, non, je vais essayer d'oublier certaines infos terrifiantes trouvées lors de ces recherches, ouais. Et de toute façon, j'ai pas fini parce que j'ai tout le montage à faire. Je suis déjà fatiguée. Bah, moi, je veux rien. Je veux juste dormir. Ouais. Je veux me reposer, je suis fatiguée. Même si je le montre pas, je fais la force, mais en fait, je suis fatiguée. Normal, c'est normal. J'ai juste envie de me reposer, c'est tout. Si tu es encore là, sache que tu as une place spéciale dans mon cœur. Sache-le, ok? Parce que c'était long! Seigneur, qu'est-ce que c'était long? Entre les recherches, l'écriture, le montage, le nanani, le nanana, c'était bas de long. Et je suis fatiguée. Très faible, très fatiguée. Voilà. Depuis février, je suis sur le dos. Donc c'est bon, c'est officiel. Je te libère, je me libère. On est libérable! Oh, purée! Sur ce, même si on se connaît probablement pas, je t'adore, je te fais de gros bisous. Cordialement, Tendo.